Retour dans la semaine de l'écho sur France 24. Je suis toujours en compagnie de Patrick Artus, directeur de recherche chez Natixis, Benjamin Coria, professeur d'économie à Paris 13 et Sophie Fay, chef du service économie de l'Obs. Alors vous vouliez revenir, Benjamin Coria, très rapidement sur le fait que l'on disait que le gouvernement allait devoir privatiser un certain nombre de services publics et effectivement vous bondissiez. Oui, et en fait c'est pour en surajouter, si je peux dire, par rapport à ce que disait Patrick Artus. Il n'y a effectivement pas 100 000 moyens, donc si on veut diminuer la dépense publique et boucler le budget, probablement on va passer vers des privatisations d'un certain nombre d'activités qui relèvent aujourd'hui du service public, c'est-à-dire la santé, l'éducation, etc. Donc ça vaut quand même d'être noté, c'est-à-dire qu'on aurait une espèce de deuxième vague de la politique néolibérale. Voilà, après le travail et la politique sociale, on passe directement aux privatisations et tout sera clair. Voilà, tout sera clair. Enfin, en tout cas, pour l'instant, les choix ne sont pas faits. C'est ce qu'on se disait. Donc, il faudra attendre. Mais on les sent venir. On les sent venir. On verra où il va justement y avoir privatisation de ces fameux services publics. Et on va parler d'assurance chômage. Parce que là aussi, une réforme est en cours. Et ça fait partie du deuxième chantier des réformes d'Emmanuel Macron. Les discussions ont commencé cette semaine. Le recours au contrat court, bien sûr, est un des sujets les plus clivants. Je vous propose d'écouter les différents syndicats français qui se sont exprimés cette semaine sur ce sujet. Les démissionnaires, ce que souhaite le gouvernement, c'est soit plus de démissionnaires indemnisés, mais avec moins de droits. Moi, je pense qu'il y a des solutions pour qu'on indemnise les démissionnaires avec les mêmes droits. Donc vraiment, la peur de la CFDT dans cette discussion, c'est que l'assurance chômage change de nature et devienne une sorte de minima social auquel auraient le droit de tous les travailleurs privés d'emploi. Alors nous, on veut vraiment lui garantir son revenu de remplacement, parce que c'est ça qui, de notre point de vue, permet aux gens de se repositionner très rapidement dans la recherche d'emploi et dans l'emploi. Et nous, on est favorable à ce que les démissionnaires, les gens qui veulent changer de travail, puissent avoir des droits ouverts. Par contre, on est totalement contre le contrôle des chômeurs et la façon dont les choses ont été présentées. Les chômeurs ne sont pas des fraudeurs. Même certains articles qui parlent de 14% de fraudeurs, c'est complètement faux. Il y a 0,4% de fraudeurs parmi les chômeurs. Par contre, il y a beaucoup de gens qui ont envie d'être accompagnés. Et Sophie Fay, on parlait du budget. Alors c'est vrai qu'il va falloir tenir un budget avec une extension de l'assurance chômage aux démissionnaires. Oui, alors il y a déjà périlleux. une partie des démissionnaires, il faut le rappeler, qui ont accès à l'assurance chômage, ceux qui suivent leur conjoint, ceux qui passent devant une commission après un désaccord avec leur employeur, ceux qui demandent une rupture conventionnelle individuelle. Donc il faut élargir ça un peu. Le gouvernement veut mettre des conditions assez précises, donc ça ne sera pas aussi large et facile que ce qu'Emmanuel Macron avait annoncé pendant la campagne, mais il faut voir où on atterrit. Patrick Artus, c'est périlleux ce sujet, c'est plutôt une bonne réforme, parce que j'ai vu des évaluations entre 8 et 14 milliards d'euros selon les Échos. C'est un sujet totalement secondaire. On a des ruptures conventionnelles. Il était vraiment en première ligne dans la campagne. Regardez les entrées à Pôle emploi, ce n'est pas les démissions qui font les entrées à Pôle emploi. C'est quoi les deux grands sujets dans la négociation UNEDIC? Le premier sujet, c'est les contrats courts. Voilà. On a presque 70% des nouveaux contrats de travail en France qui sont ces CDD à moins d'un mois. C'est absolument inacceptable. Ça coûte à l'UNEDIC plus que son déficit chaque année. Et comment voulez-vous former... Comment les éviter? C'est toute la question. Le MEDEF parle de taxation. Je trouve que le gouvernement a une approche relativement convenable. Il dit aux partenaires sociaux, soit vous trouvez une organisation de l'UNEDIC qui fait qu'il y a beaucoup moins de contrats courts, soit je mets le bonus-malus. Et donc, je ferai payer plus de cotisations aux entreprises qui surutilisent les contrats courts. Moi, je trouve que ça, c'est très bien. Et le deuxième sujet... Que ne veut pas le MEDEF. Le MEDEF ne le veut pas, c'est très compliqué, parce que les contrats courts sont utilisés par un petit nombre de secteurs et pas par tous. Enfin, et le deuxième sujet, c'est qu'il faut absolument former les chômeurs. Vous savez qu'aujourd'hui, les chômeurs, c'est 12 ou 13 ou 14, ça dépend des sources, % de l'argent de la formation. C'est la troisième vague de réforme. Et donc, il faut mettre un paquet sur la formation des chômeurs, tout au début, comme le disait d'ailleurs la représentante de la CFDT, je crois. Vous savez que la probabilité de trouver un emploi quand on est chômeur diminue continuellement avec la durée du chômage. Donc Pôle emploi, ça ne fonctionne pas. Et donc il faut former les chômeurs tout de suite quand la personne a perdu son emploi. Il faut qu'elle cherche de l'emploi tout de suite, parce que plus ça fait vite, plus ça va être efficace. C'est ça les deux vrais sujets. Donc il ne faut pas s'exciter sur les... Ça fait un moment que ce sont les deux vrais sujets, Patrick Artus. Oui, ce sont les deux vrais sujets. Moi, je suis parfaitement d'accord sur l'idée que c'est ça les deux vrais sujets. Donc bonus-malus a priori sur les contrats courts, ça pourrait marcher. Non, mais sauf s'il y a un système qui l'évite. Premièrement, les démissionnaires, je suis parfaitement d'accord sur le fait que c'est un sujet tout à fait secondaire. Bon, sauf si
la question de l'indemnisation des démissionnaires impacte sérieusement les systèmes d'indemnisation plus classiques et éventuellement à la baisse. Donc à ce moment-là, ça devient un sujet tout à fait important. Mais si c'est traité comme tel, sans impact majeur sur le reste, c'est-à-dire si on trouve un moyen de résoudre ce problème, c'est tout à fait secondaire. Deuxièmement, effectivement, je suis parfaitement d'accord, la grande question, c'est les contrats courts, et il faut absolument arriver à les diminuer. Moi, je peux tout à fait concevoir que dans un certain nombre de secteurs d'activité, on a besoin de contrats courts, donc qu'il y ait une définition d'activité permettant des contrats courts et différents types de contrats courts qui doivent eux-mêmes être précisés. Pourquoi pas? Mais globalement, il faut agir sur les contrats courts. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et la menace de bonus-malus, si elle est appliquée, me paraît tout à fait bonne. Enfin, formation professionnelle, il faut rappeler qu'il y a 32 milliards de formation professionnelle. Qui ne va pas aux chômeurs. Voilà, qui ne va pas aux chômeurs. Qui ne va pas aux chômeurs. Elle va qui va plutôt à 70% au cadre. Aux salariés bien formés des grands groupes. Et au cadre. On est encore dans une société complètement féodale. Ça veut dire qu'il y a 32 milliards extrêmement mal dépensés. Donc on peut faire sauter ce verrou quand on s'appelle Emmanuel Macron? Il va falloir le faire sauter, oui. Mais les pistes qui sont indiquées, à savoir diminution du nombre des entreprises formatrices, certification des entreprises formatrices, dédication, si j'ose dire, des budgets vers les chômeurs en quête de travail pour de la formation, d'accès à l'emploi, etc., sont des bonnes pistes. Oui. Il y a un troisième sujet d'ailleurs qui est important, c'est les indépendants. Qui est aussi dans... Et là, je crois que la réflexion est un peu confuse, parce qu'il y a vraiment deux sortes d'indépendants. Oui. Il y a des créateurs d'entreprises qui ne sont pas demandeurs d'avoir une couverture chômage. Et puis, il y a les salariés qui ne sont pas des salariés, justement, les indépendants, les faux indépendants. Très faibles dans les plateformes Internet. Et là, il faut éviter qu'on crée toute une catégorie de population en France qui n'a pas de protection sociale, ce qui est en train de se produire. Donc, il y a un sujet indépendant, mais il y a un nouveau en séparant. Sophie Fay, quid du rôle de l'entreprise dans la société? Faut-il redéfinir par une loi, justement, ce rôle de la société qui serait plus, justement, une entreprise qui fait juste du profit, mais qu'on élargit? Ça fait partie aussi du débat. Alors, il y a un grand débat. Vous savez que Nicolas Hulot en rêve, il l'a demandé. Il voudrait qu'on intègre des buts environnementaux, sociaux dans les entreprises. Il y a un certain nombre de chefs d'entreprise qui s'y sont montrés assez ouverts, comme le patron de Veolia, Antoine Frérot, celui de Danone, celui de Paprec. Enfin, il y a des patrons qui sont ouverts, mais globalement, le MEDEF n'en veut pas, avec une crainte essentielle qui est que ça pourrait ouvrir des contentieux qu'il ne pourrait pas maîtriser si il ne respecte pas ses buts environnementaux et tout ça. Et la CFDT, en fait, a pris une position un peu frileuse sur ce sujet-là, en donnant priorité à la présence et au renforcement de la présence de salariés dans les conseils d'administration, plutôt que d'approfondir ce sujet, qui pourtant a fait l'objet de travaux de recherche très intéressants, ceux de Clément Hatchuel et Blanche Segrestin. Exactement. Il y a une réflexion. Pour changer justement, disons, la façon dont on raisonne quand on est une entreprise, c'est plus seulement le profit, mais ça pourrait inclure justement l'environnement. Patrick? Oui, mais la question, c'est pas l'objectif, c'est la façon de le faire. Je crois qu'on ne peut pas tout faire passer par les conseils d'administration. Conseil d'administration, c'est les représentants de l'Assemblée générale des actionnaires, donc il y a des représentants des salariés, mais enfin c'est pas là. Ça, c'est ce que veut la CFDT. Oui, mais c'est pas là qu'on peut mettre toutes les parties prenantes de l'entreprise. On va pas mettre les clients, les collectivités. Donc comment locales. Justement faire en sorte que l'entreprise englobe d'autres objectifs que celui on dit des objectifs d'environnement. La façon la plus simple de faire, c'est un prix du CO2. Quoi. Je veux dire, là, les gens c'est une approche plus globale. Un prix du CO2. Il n'y a pas besoin d'aller changer les textes des entreprises. S'il y avait un prix décent du CO2, qui est demandé d'ailleurs par la France. Si vous voulez, il y a deux voies. Il y a une première voie qui est, on part des entreprises comme elles existent et on accroît les contraintes en termes de responsabilité sociale, etc. De ce côté-là, on n'arrivera absolument à rien. C'est pas vrai, Benjamin. On n'est pas arrivé à grand-chose. On n'est pas arrivé. Bon, en tout cas, moi, je pense qu'on arrivera à pas grand-chose. Par contre, il y a une deuxième voie qui est la voie Hatchuel, Blanchet-Crestin, etc., qui est de
ouvrir la possibilité d'un nouveau statut, des sociétés à objet social étendu. Ceux qui veulent continuer à faire des SA, et des SARL qui les fassent. Mais donc ça veut dire ouvrir, donc ça veut dire changer la loi. Non, ça veut dire introduire dans la loi un nouveau type de statut de société à objet social étendu, incluant des éléments environnementaux, sociaux, incluant des formes de participation, etc. Et puis, je veux dire, laissons la compétition se faire. Rapidement, parce qu'on n'a plus de temps. Non, mais j'en reviens à mon point. Ce qu'il faut, c'est un environnement. Donc, si on veut que les entreprises n'émettent pas de CO2, mettons un prix du CO2. On ne va pas écrire dans les textes. Je ne suis pas contre. Sophie Fay. En fait, il faut aller très vite parce que ce que dit Nick Stern, c'est que tout le monde a bien compris l'enjeu climatique, mais les méthodes les réponses qu'on y apporte sont beaucoup trop lentes. Et donc, on se demande, les entreprises disent aujourd'hui, c'est le marché, c'est le qui va permettre d'y arriver. On va s'autodiscipliner parce qu'on a compris le vote populiste et tout ça. Et la pression de la finance, curieusement. Oui, mais elle est très lente, la pression de la finance. Elle ne va pas assez vite, Patrick. Bien sûr que si. Les grandes maisons de gestion mettent une pression incroyable sur les entreprises, sur les objectifs. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire si elles mettent la pression? On n'avance pas? Pas assez vite au regard des enjeux. On le voit, on a eu le vote Trump, on a eu le vote Brexit, on voit bien que ça ne va pas assez vite par rapport aux enjeux. Je trouve qu'on avance de façon étonnante et rapide. En France? Partout dans le monde, par la pression des... Sur le changement d'objectifs de l'entreprise. Mais on ne peut pas dire ça. Les investisseurs investissent maintenant plus sur l'environnement, par exemple. On ne peut pas dire ça. On vient de réouvrir la possibilité de faire des éléoducs dans l'Arctique et dans l'Antarctique. On vient de découvrir que Volkswagen et tous les constructeurs automobiles ont triché. Donc il faudrait que cette économie positive ne soit pas une utopie. Donc on ne peut pas dire qu'on y va. On va dans le mur pour le moment. Donc il y a des forces contraires. Je suis pas contre taxer le CO2 et augmenter la responsabilité sociale des entreprises. Mais je dis et je répète, et ça me paraît absolument essentiel, qu'il faut introduire dans le droit commercial et dans le droit social français la possibilité de créer de nouveaux types d'entreprises. Mais non, parce que tout le monde n'est pas d'accord. Tout le monde n'est pas d'accord parce que jusqu'à présent... Allez, vers une économie positive. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous sur France 24. Le Paris des Arts, présenté par Valérie Fayolle. Cette semaine, dans le Paris des Arts, je reçois Mademoiselle K, qui nous parlera de son nouvel album « Sous les brûlures, l'incandescence intacte ». Ensemble, nous irons visiter la Sainte-Chapelle, un haut lieu de l'histoire de France. Et puis à la fin de l'émission, rencontre avec l'illustratrice Juliette Sédou. Le Paris des Arts, à voir sur France 24 et sur France24.com.